Merci à toutes et tous d'être là. On est très heureux et heureux à l'apparition cette année d'inaugurer dans l'Agora des formats qu'on ne faisait pas auparavant. C'est un peu une première, ce sont les conférences flash. L'idée, c'est de donner à des chercheurs et des chercheuses sur un sujet en particulier 15 minutes, pas une de plus, pour présenter leurs travaux de recherche. C'est un format qui est inspiré de ce que fait l'Université Paris-Cité, c'est 13 minutes, on a allongé de 2. Et la Cité des Sciences l'a également fait il y a quelques années. Donc, on est très heureux aujourd'hui de s'être associé au programme et équipements prioritaires de recherche carbone et écosystèmes continentaux, dit PEPR, Terre Carbone. Les programmes et équipements prioritaires de recherche sont des programmes de recherche qui ont été initiés dans le cadre de la stratégie France 2030 et qui sont propulsés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui est aussi partenaire du festival. Et on est très heureux de s'associer à ce qui représente aujourd'hui l'actualité et l'excellence de la recherche scientifique française. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pierre Barra pour commencer cette conférence flash. Merci. Bon, bonjour à tous. Pierre Barra. Donc d'abord, je vais commencer par vous présenter mais qu'est-ce que sont ces écosystèmes continentaux, parce qu'on a une très très grande diversité. Alors peut-être certains connaissent les plus emblématiques, hein, les forêts, il y a les tourbières, on va en revenir après, mais il y a aussi les zones humides côtières, les sols agricoles, avec les sols cultivés, les prairies. Il y a aussi d'autres, peut-être auxquels on pense moins, les mangroves. Et évidemment, tous ces écosystèmes continentaux, on va les retrouver dans des contextes climatiques très très différents. Donc là, vous avez une photo d'un projet, d'un programme qui travaille au Sénégal, mais on aurait aussi pu mettre des photos de pergélisol, les sols gelés dans les zones nordiques. Donc très grande diversité d'écosystèmes continentaux. Et ces écosystèmes continentaux, on peut les voir dans le programme, on les voit comme ça, comme des stocks de carbone. Alors comment ces stocks vont évoluer? Voilà, le stock il évolue avec des entrées de carbone, donc ça c'est principalement la photosynthèse des plantes. Là, vous voyez, on a des feuilles vertes avec de la chlorophylle, et ces végétaux qui utilisent l'énergie lumineuse pour fixer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en faire de la matière organique du carbone. Le carbone rentre dans le système continental. Et ensuite, ce carbone, il y a un stock dans la partie aérienne, dans les arbres, on peut penser, et à la mort des végétaux, ou d'une partie des végétaux, si on pense aux feuilles qui tombent, là j'en vois qui sont tombées, qui vont arriver à alimenter le stock de carbone qu'on va trouver dans le sol. Donc les écosystèmes continentaux, pas mal de carbone dans le sol, et aussi une partie dans les parties aériennes. Ce carbone, il va sortir, parfois il va sortir de ces écosystèmes continentaux, donc principalement via la respiration, donc les plantes qui respirent, et aussi les micro-organismes du sol qui respirent, ça va faire des sorties de carbone. Et évidemment, on a un autre type de sortie de carbone, donc tous les écosystèmes continentaux exploités, on va récolter, donc on peut penser à une récolte de bois, mais également une récolte de grains. Donc ça, c'est du carbone qui a été fixé et qui ne va pas rester dans l'écosystème, qui va partir. Donc si on schématise ça, en fait, quand on travaille sur l'évolution d'un stock de carbone dans l'écosystème continental, finalement, on se ramène au cas classique de comment remplir une baignoire qui fuit. Alors pourquoi? On peut prendre le robinet, c'est le carbone qui va rentrer via la photosynthèse des plantes. Si on a beaucoup de photosynthèse, forêt tropicale, forêt équatoriale humide, on va avoir un robinet très 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 ouvert. Si on est dans une zone aride, le robinet va être beaucoup moins ouvert. Mais je vous disais tout à l'heure, l'évolution du stock de carbone, c'est des entrées moins des sorties. Et là encore, la sortie, on peut imaginer une bonde. Donc soit on va dans un écosystème où il y a une respiration énorme, ou des exportations de carbone énormes. Dans ces cas-là, on a la bonde qui est complètement ouverte et la baignoire va se vider rapidement. Ou alors, on a du carbone qui sort très peu. Et donc, si on est sur un pergélisol, par exemple, c'est gelé, ça respire pas beaucoup. Là, la bonde, elle est quasiment fermée, voire fermée. Et donc, on a peu de sortie de carbone. Et donc, une partie du travail, c'est d'étudier l'évolution de ce niveau d'eau. Soit l'eau monte parce qu'on a un stockage de carbone, soit l'eau baisse parce que malheureusement, on a un déstockage de carbone. Donc, les écosystèmes continentaux, très diversifiés, les stocks qui peuvent évoluer. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que tout ça a une importance quantitative pour l'évolution du carbone dans l'atmosphère? La réponse est oui. Là, il y a des cas où la baignoire se vide et elle peut se vider fortement, notamment c'est toutes les zones où on a des défrichages de forêts primaires et conversion en zone agricole. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe?
La baignoire est solide pour plusieurs raisons. D'abord, souvent le bois est exporté, donc on a une perte de carbone sur les parties aériennes, et en plus, il y a moins de carbone qui arrive au sol, la respiration du sol continue et augmente, et donc on a beaucoup de sorties de carbone, donc en plus la monde est très ouverte. Et ça, c'est quantitativement significatif, donc les émissions anthropiques, donc les émissions dues à l'activité de l'homme. La grande majorité, c'est évidemment la combustion d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, mais 10% quand même des émissions proviennent des changements d'usage des terres, et donc des écosystèmes continentaux qui perdent du carbone et qui augmentent le carbone dans l'atmosphère. Mais par contre, il y a aussi un côté lumineux avec les écosystèmes continentaux qui stockent du carbone. Et en fait, chaque année, 30% des émissions anthropiques sont fixées, absorbées par les écosystèmes continentaux, et donc dit autrement, le changement climatique serait encore bien plus fort si on n'avait pas cette contribution positive, cette fois-ci, des écosystèmes continentaux au stockage de carbone. Alors là, j'ai mis les chiffres, mais je peux les rappeler ici. Donc on revoit ici donc à gauche le carbone fossile, donc 9 gigatonnes par an, milliards de tonnes de carbone émis du fait de l'activité humaine de combustion d'énergie fossile. 1 gigatonne, donc le 10% qu'on retrouve sur le changement d'usage des terres. Et vous voyez ces 10 gigatonnes, ou 10,3 gigatonnes, tout ne va pas être retrouvé dans l'atmosphère sous forme de CO2. On va en avoir 30% qui va être absorbé par l'océan, 30% en gros qui va être observé par les écosystèmes continentaux, et donc 40% qui vont augmenter le stock de carbone dans l'atmosphère. Donc, écosystèmes continentaux, contribution très significative aux régulations climatiques. Alors, une question qu'on peut se demander, c'est les écosystèmes continentaux qui font déjà pas mal, 30%, est-ce qu'ils peuvent faire plus? Donc je ne vais pas développer en détail cette diapositive. C'est issu d'un rapport du GIEC que vous pouvez trouver. Et ce que dit cet article, c'est que à l'horizon 2030, donc dans les prochaines années, les écosystèmes continentaux peuvent contribuer fortement au stockage et donc à l'effort pour atténuer le changement climatique. Et vous voyez qu'on est dans des gammes de possibilités qui sont voisines de celles du développement du solaire ou de l'éolien. Alors par contre, les barres, elles sont rouges, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des solutions qui sont présentées dans le rapport comme chères par rapport au développement du solaire ou de l'éolien qui commence dans le bleu, où on est sur des solutions qui sont peu chères, moins coûteuses à mettre en œuvre. Mais ce qui est important sur cette diapositive sur le 2030, c'est que c'est des technologies qui sont matures. On sait à peu près, même s'il faut évidemment préciser tout ça, mais comment stocker du carbone dans les écosystèmes continentaux, comment éviter d'émettre du carbone depuis les écosystèmes continentaux vers l'atmosphère. Donc il n'y a pas d'impasse technologique comme on pourrait l'avoir sur le stockage profond ou des choses comme ça. C'est des solutions qui sont mûres. Alors un potentiel modeste, évidemment, si on ne baisse pas les émissions, ce ne sera jamais à l'échelle. Mais par contre, un potentiel qui existe. Donc là, j'ai commencé par une phase brillante, mais la phase sombre, c'est que l'inquiétude qu'on a avant d'espérer que les écosystèmes continentaux puissent contribuer à l'atténuation, c'est qu'ils ne contribuent pas à l'aggravation du changement climatique, puisque on a maintenant chaque été des images souvent d'incendies à différents endroits du monde. Et là, j'ai pris l'exemple du Canada en 2023, où il y a eu des feux énormes, peut-être vous vous souvenez. Et subitement, cette année-là, le Canada est passé du 11e émetteur mondial, 4e derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis, du fait de la combustion d'une partie significative de la forêt canadienne. Et donc, une inquiétude, c'est qu'au lieu de pouvoir contribuer à l'atténuation du changement climatique, les écosystèmes continentaux ne contribuent à l'aggravation du changement climatique. Donc il faut préciser tout ça, et c'est un peu l'objectif de ce programme national FAIRE. À la suite de la séance, donc, il y a Daniel Gilbert qui est venu représenter d'un écosystème emblématique et très riche en carbone que sont les tourbières, et après Patricia avec Anita et un petit personnage que vous voyez, là, le professeur Vert Carbone, qui fera 2 interventions sous forme de cartouche vidéo, qui vous en dira plus un peu sur les sols cultivés et les forêts, et je reviendrai pour une conclusion rapide. Voilà, Daniel, je te laisse la place, et à tout à l'heure. Merci. Donc, je vais vous présenter le carbone des tourbières. Je vous ai mis des petits bonhommes, je me suis dit qu'il y aurait beaucoup d'enfants dans la salle. Et donc, j'ai fait une double lecture avec des petits bonhommes. Des fois, les petits bonhommes, ça marche pour les grands aussi.
C'est pas mal. Alors, les tourbières, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? Une tourbière, c'est une zone humide. Une zone humide où, parce qu'on a de l'eau quasiment en permanence, l'accumulation, la production de feuilles est supérieure à la décomposition par les microbes. Donc si vous avez plus de quelque chose qui arrive par rapport à ce qui disparaît, il y a une accumulation. Et donc une tourbière, c'est une zone qui accumule de façon continue de la matière organique. Et c'est pour ça que la clé d'une tourbière, comment on va le différencier par rapport à une autre zone humide, c'est qu'à partir du moment où il y a une accumulation de tourbe, c'est une tourbière. La tourbe, c'est quoi? Eh bien, c'est cette matière que vous mettez parfois dans vos pots de fleurs, cette matière marron, noire. C'est pratiquement que de la matière organique. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas de matière minérale, c'est pratiquement que de la matière accumulée. Et cette matière, elle s'accumule pendant des milliers d'années, ce qui fait que si vous regardez la petite image dans le Cotentin qui est une des plus grandes tourbières de France, une des plus grandes zones tourbeuses de France, eh bien vous voyez que cette carotte, on n'avait toujours pas fini. On en était à 8 mètres de tourbe par endroit, on en a jusqu'à 10 mètres, parfois plus, mais on est plutôt autour de quelques mètres en France dans les tourbières. Donc évidemment, ça va faire beaucoup de carbone à l'échelle mondiale. Ici, un petit zoom sur la particularité des tourbières qui est d'abriter, comme toutes les zones humides, des végétations un peu particulières et une espèce, un type d'espèce très connu dans les tourbières. On parlait du Canada, donc il y a beaucoup de forêts au Canada, il y a beaucoup de tourbières. Ce sont ces mousses particulières qui sont vertes, rouges, avec des couleurs qui peuvent varier. Et puis au premier plan, vous voyez une petite plante que vous connaissez peut-être qui s'appelle la drosera, qui est une plante carnivore. Et donc les tourbières sont vraiment l'endroit de prédilection des zones, des plantes carnivores, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans une tourbière. Et du coup, certaines plantes ont trouvé la solution en consommant d'une façon ou d'une autre des insectes. Et donc ces plantes particulières sont des plantes qui forment de la tourbe, on les appelle turfigènes. Alors un petit schéma, comme on vient de vous en montrer. Donc c'est très simple, vous voyez le CO2 dans l'air, la végétation va capter le CO2 pour faire de la matière organique, des chaînes carbonées, et elle va rejeter à la place de l'oxygène. Mais la tourbière va aussi respirer, donc émettre du CO2. Et finalement, l'accumulation, c'est le bilan entre ce qui aura été capté versus ce qui aura été émis. Et donc, quand on capte plus que ce qu'on émet, on se retrouve avec une accumulation. Et ce qui est très important en tourbière, c'est que ça dépend du niveau de la nappe. Si la nappe d'eau est très haute, alors la tourbière accumule du carbone. Si elle baisse, elle va cesser d'accumuler du carbone, et on verra tout à l'heure, elle va en émettre. Et donc, on voit tout de suite que si ce CO2 était dans l'air et qu'il se retrouve dans la tourbière a refroidi le climat, et une tourbière naturelle est une machine à refroidir le climat, mais de façon très très lente. Qu'est-ce que ça représente, ces tourbières? Ce sont des stocks gigantesques de carbone. Je ne l'ai pas mis ici, mais les tourbières ne couvrent que 3% des terres. En dehors de l'océan, 3% de la surface terrestre continentale, ce sont des tourbières. Sur ces 3%, vous avez un tiers du stock de matière organique des sols du monde entier. Donc vous imaginez, sur une toute petite surface, vous avez des quantités phénoménales de carbone organique. Il y a presque autant de carbone dans les tourbières que dans l'atmosphère. Il y a presque autant de carbone dans les tourbières que dans la forêt. Juste parce que c'est une concentration qui s'est accumulée pendant des milliers d'années. Et donc, si vous regardez une carotte de tourbe, vous voyez, mon pointeur ne marche pas du tout sur un écran, vous voyez tout en haut à gauche, on a de la végétation, puis une tourbe qu'on appelle une tourbe blonde, ça c'est les tourbières à sphènes, mais ça n'a pas d'importance, une tourbe qui est très fibreuse, très végétale, et plus vous vous enfoncez dans la tourbe, plus elle est hachée. En gros, 1 mètre égale 1 millénaire. Et donc quand vous êtes à 8 mètres, vous avez 8 millénaires d'accumulation, et en 8000 ans, la tourbe s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus pâteux, beaucoup plus noir, qu'on va exploiter pour, par exemple, brûler, pour faire du whisky. Vous savez, on va brûler de la tourbe pour faire du whisky. Donc, voilà, cette tourbe, 8 mètres d'accumulation de carbone. Alors, on sait qu'on les trouve 2 grandes zones dans le monde. Les zones froides, notamment la zone qui ressemblerait à la zone de la taïga, par exemple, un peu en dessous, jusqu'en Allemagne, en Écosse,
L'Irlande est bien connue pour ses tourbières, le Canada bien sûr, et puis on va en trouver dans les zones tropicales. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'eau ou que l'eau s'évapore peu. Donc quand vous êtes au nord, l'eau s'évapore peu, et quand vous êtes dans la zone tropicale, il pleut tout le temps. Dans la zone intertropicale, il pleut tout le temps, et donc, même s'il fait chaud, il y a une accumulation de tout. Et donc, pour l'essentiel, ce sont quand même des tourbières en surface boréale. En France, voilà, tout à l'heure, Colline, il y a 2 Collines dans la salle au moins, je ne parle pas à ma fille, je parle à une autre. Voilà la carte des tourbières de France, qui va sortir dans quelques jours sous forme de publication. Et donc, on voit qu'en France, ces tourbières sont en montagne, mais surtout, la majorité des tourbières est périphérique au niveau atlantique. Et donc, on a à peu près 150 000 hectares dans l'inventaire qu'on vient de faire, ce qui représente 150 millions de tonnes de carbone. En équivalent CO2, c'est à peu près 2 années d'émissions de la France qui se retrouvent, qui sont stockées sous forme de taux. Alors, le problème, c'est que l'homme, comme pour le reste, a décidé qu'il fallait absolument détruire les tourbières. C'est embêtant, c'est humide, il y a des moustiques, c'est pas bien. Donc, depuis des siècles, on détruit les tourbières avec une accélération très forte dans les 50 dernières années. Comment on fait pour détruire une tourbière? C'est très simple, il suffit de drainer. Donc l'eau va baisser, si l'eau baisse, l'activité microbienne redémarre et va consommer la tourbe. Et la tourbe va donc s'évaporer. Une tourbière agricole, cultivée, perd 1 cm par an. Vous imaginez? Il a fallu 1000 ans pour faire 1 mètre, il faut 1 siècle pour perdre 1 mètre. Et donc on est à peu près 10 fois plus rapide pour la décomposition que pour l'accumulation. Ce qui fait que les tourbières deviennent, au départ c'était des puits de carbone, elles refroidissaient le climat, mais si jamais vous drainez une tourbière, ça devient une source de carbone majeure à l'échelle mondiale. Alors vous allez dire majeure, c'est-à-dire, eh bien les tourbières du monde, grâce notamment à l'exploitation de l'huile de palme dans les tourbières boréales, dans les tourbières tropicales, et aussi à cause de l'Europe, eh bien les émissions représentent 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors vous allez dire, c'est quoi 2 milliards de tonnes? C'est plus, 1,5 fois plus, que l'ensemble du trafic aérien mondial. C'est plus que tous les avions qui volent en une année. Et donc vous voyez que de milieux zones humides pas très intéressantes, on s'aperçoit qu'on passe à un réchauffement très fort du climat. Et le problème, c'est que plus elles chauffent, plus elles perdent de l'eau, plus elles émettent. Et donc on est dans une sorte de cercle infernal d'émissions. Et donc vous voyez sur la petite figure qu'on perd jusqu'à 30 tonnes de CO2 par hectare et par an dans une tourbière drainée en France, cultivée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas très compliqué. Il faut protéger toutes les tourbières qui ne sont pas abîmées par l'homme, priorité numéro 1. Et deuxièmement, mettre en place des travaux de restauration qui consistent à remonter la nappe d'eau. Et une fois que vous avez remonté la nappe d'eau, c'est très bien parce que vous arrêtez d'émettre du carbone. Par ailleurs, vous stockez de l'eau, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on va en manquer énormément en France dans les années qui viennent. Et la troisième chose, c'est que vous avez le troisième pied du tabouret qui est la biodiversité, avec une biodiversité très particulière en tourbière, ce qui fait qu'il y a 3 bonnes raisons de protéger les tourbières. Et c'est fini. Alors maintenant, on va peut-être Anita, tu peux présenter le personnage et ensuite Patricia, tu... Bonjour, donc, je m'appelle Anita Van Quil et je travaille à la médiation scientifique du programme de recherche Fer Carbone. Et donc, pour Fer Carbone, j'ai créé le personnage de la professeure Ver Carbone. Donc, la professeure Ver Carbone, c'est un ver de terre. Elle est très curieuse et sa passion dans la vie, c'est d'expliquer de la façon la plus claire et la plus précise possible des thématiques liées à l'atténuation du changement climatique par les écosystèmes continentaux. Il faut savoir que la professeure Ver Carbone, elle est née en 2024, à l'heure des réseaux sociaux. Donc, elle s'exprime dans des formats qui sont délibérément courts, c'est-à-dire que les vidéos durent moins de 3 minutes. Et ensuite, la professeure Ver Carbone, elle est aussi polyglotte, c'est-à-dire que les vidéos qu'on va vous présenter, elles existent aussi en anglais, en allemand et en chinois. Mais les vidéos qu'on va vous présenter, ça sera bien la version française, rassurez-vous.
Donc voilà, je peux passer la parole à Patricia Garnier, qui va présenter ses vidéos plus en détail, ainsi qu'à la très enthousiaste professeure Vercarbone. Merci Anita. Donc le premier film qu'on va vous passer, parle des écosystèmes cultivés. Donc tout à l'heure, on vous a présenté les tourbières, il y a plusieurs occupations des sols et le fait de plusieurs types d'écosystèmes. Et le premier écosystème, c'est les écosystèmes cultivés. Donc en France, les sols cultivés représentent 45% du territoire, c'est-à-dire presque la moitié de la France est occupée par les sols cultivés. Et pourtant, ce n'est que 12% du carbone des sols qui est stocké dans les sols cultivés, c'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup. Et en plus, ces sols, ils émettent des gaz à effet de serre. Donc en fait, la question qu'on se pose dans notre PEPR, dans notre activité de recherche, c'est est-ce que les sols cultivés peuvent participer à l'atténuation du changement climatique et comment calculer leur potentiel d'atténuation. Donc, une réponse va vous être présentée par le petit film du professeur Vercarbone. Bonjour, professeur Vercarbone, pour vous servir. À votre avis, si j'augmente le stock de carbone dans les sols, est-ce que j'atténue forcément le changement climatique ? Eh bien, effectivement, dans la plupart des cas, ça marche. Mais il existe néanmoins des situations où stocker du carbone dans les sols ne permet pas d'atténuer le changement climatique. Par exemple, si j'augmente l'apport d'engrais azotés dans un sol agricole, alors je fertilise le sol et j'augmente la production de biomasse. Comme il y a davantage de biomasse, j'augmente les entrées de carbone dans le sol et le sol stocke davantage de carbone. C'est-à-dire que j'augmente les entrées de carbone dans le sol et donc je diminue la quantité de CO2 émise vers l'atmosphère. Mais en augmentant l'apport d'engrais azotés, je risque aussi d'augmenter la quantité de protoxyde d'azote, N2O, que j'émets vers l'atmosphère. Or, le N2O est un gaz à effet de serre, au même titre que le CO2, et il participe lui aussi au réchauffement climatique. Le point important à retenir est que le dioxyde de carbone n'est pas le seul responsable du réchauffement climatique. Pour savoir si une action atténue ou pas le réchauffement climatique, il faut prendre en compte l'ensemble des gaz à effet de serre et réaliser un bilan de gaz à effet de serre complet. En conclusion, dans cette situation particulière, oui, j'ai stocké du carbone dans les sols, mais non, je n'ai pas atténué le changement climatique. Toutefois, il faut garder à l'esprit que, la plupart du temps, stocker du carbone dans les sols, ça marche plutôt bien pour atténuer le changement climatique. Et surtout, c'est excellent pour la qualité des sols. Donc, si je reprends un petit peu de l'émotion qui ont été développées dans ce petit film, en agriculture, l'agriculture émet aussi des gaz à effet de serre. Donc, quand on veut faire un bilan du carbone dans les sols agricoles, je reprends l'idée de la baignoire de Pierre. Donc, le CO2, il est fixé par les plantes avec la photosynthèse. Le sol, il va respirer et les plantes, elles vont respirer. Donc, il y a du carbone qui va partir. Et aussi, dans les sols agricoles, c'est pour ça qu'ils ne stockent pas beaucoup de carbone, c'est que les plantes, elles sont récoltées. Une grande partie des plantes sont récoltées et sont mortes. Quand on fait le bilan de carbone, c'est important. Et en plus, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre d'autres natures. On a par exemple le méthane, CH4, et on a aussi le N2O, qui est un autre gaz à effet de serre qui vient de vous être présenté dans le film. Donc en fait, tous ces gaz à effet de serre, je vous rappelle juste que les gaz à effet de serre piègent la chaleur du soleil dans l'atmosphère et l'empêchent de partir, et c'est ça qui crée des températures élevées et qui crée la vie. Donc c'est très bien qu'il y ait des gaz à effet de serre, mais quand il y en a trop, ça change la température, et donc du coup, ça change les équilibres, surtout qui se fait très rapidement. Donc ça veut dire que quand on fait un bilan, quand on veut regarder l'atténuation au changement climatique de l'agriculture, il faut faire un bilan des stocks de carbone et aussi des gaz à effet de serre. Alors après, la question se pose, mais comment on additionne le N2O? Il n'y a pas du carbone, les autres, ils ont du carbone. Comment on additionne des choux et des carottes? Voilà, comment on fait? Eh bien, en fait, on convertit le N2O en équivalent CO2 au niveau de son effet radiatif, au niveau du changement climatique. C'est comme ça qu'on additionne et qu'on peut faire ce bilan de carbone, alors que ce n'est pas du carbone. Alors, le N2O, comme l'a dit tout à l'heure Anita, en fait, il est principalement émis par les sols agricoles. Vous
Voilà, par les sols agricoles et pas du tout par l'industrie. Donc c'est vraiment l'agriculture et les sols agricoles qui produisent le N2O. Donc quand les agriculteurs ils fertilisent le sol, il y a des émissions de N2O qui se font. Donc quand il y a trop de fertilisation azotée, ça favorise des bactéries du sol qui vont prendre l'azote du sol et qui vont le transformer en N2O. Et donc on a une augmentation des flux de N2O vers l'atmosphère. De la même manière, le méthane, CH4, tout à l'heure on vous a parlé des tourbières qui émettent du CH4, mais ce n'est pas des sols agricoles. 53% des émissions de CH4 qui proviennent des sols agricoles et de l'agriculture proviennent du bétail. L'autre source de CH4 qui est très importante, c'est les rizières, puisque les rizières se font en inondation. Enfin, la particularité des rizières, c'est d'être inondées et elles émettent beaucoup aussi de méthane. Donc, quand le carbone est fixé par les plantes, le bétail, il ingère le carbone et ensuite il va émettre du CH4. C'est les ruminants qui font ça. Les ruminants, ils sont de plus en plus nombreux sur Terre, puisqu'en fait, il y a de plus en plus d'habitants, donc on veut de plus en plus manger de viande, boire du lait, donc il y a de plus en plus de ruminants. Et pendant leur digestion qui se fait dans le rumen, il y a une étape de fermentation qui crée du CH4. Donc, une chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est que le N2O est 300 fois plus puissant gaz à effet de serre que le CO2, et le méthane 30 fois plus puissant. Donc c'est pour ça que c'est des gaz, même s'ils ne sont pas émis en grande quantité, ils sont importants à quantifier. Voilà, alors comment on fait pour augmenter le stock du carbone des sols et diminuer les gaz à effet de serre émis par l'agriculture? On raisonne la fertilisation azotée, c'est-à-dire que les agriculteurs en France, depuis des décennies, ils font attention de mettre exactement les quantités d'azote en fonction de la culture. C'est ce qu'on appelle l'agriculture, la fertilisation raisonnée. Ils raisonnent par unité d'azote en fonction des plantes qu'ils ont choisies. Il faudrait diminuer les cheptels de ruminants, mais ça c'est difficile parce qu'en fait il faudrait manger moins de viande, donc moins de protéines animales et plus de protéines végétales, mais il faudrait changer la préférence alimentaire des habitants, et ça c'est difficile. Donc on a un projet d'enfer carbone qui traite de cette question. Et puis aussi mieux gérer les espaces agricoles. Donc je vous ai donné quelques exemples. Diminuer le travail du sol. Les agriculteurs, ils labourent le sol. Et quand on laboure, en fait, on déstocke du carbone et on émet du CO2. Le travail du sol, c'est pas très bon. L'agroforesterie, c'est très bien. L'agroforesterie, c'est mettre des rangs d'arbres comme dans les champs. Et en fait, les arbres, ils vont récupérer le carbone et ils vont l'envoyer avec leurs racines en profondeur et ça va permettre de stocker plus de carbone. On recycle. Pour pouvoir recycler les déchets organiques en agriculture, on a montré dans nos projets de recherche que si l'agriculteur met du compost tous les 2 ans dans son sol, eh bien en fait, on voit le stock de carbone du sol qui augmente au fur et à mesure du temps. Et mettre des plantes de couverture, c'est-à-dire éviter que le sol soit nu pendant l'hiver, c'est ce qui se passait souvent en France, et mettre des plantes de couverture, même si c'est du travail pour l'agriculteur, elle va faire de la photosynthèse et elle va envoyer du carbone via leurs racines dans le sol. Voilà, ça c'était les écosystèmes cultivés. Maintenant, on va passer aux écosystèmes forestiers avec un autre film du professeur Vercarbone. Donc, juste, je vous rappelle, et peut-être que tu voudras avoir quelques commentaires sur ton film après. Les écosystèmes forestiers, donc tout à l'heure je vous ai dit 45% de l'espace français était occupé par l'agriculture et 32% du territoire français et aussi du territoire du monde est occupé par les forêts. Et les sols forestiers, par contre, c'est des importants puits de carbone, parce que 45% du carbone du sol est stocké dans les sols de forêt. Mais le puits de carbone forestier est en danger. Au niveau mondial, on a une baisse des surfaces des forêts et au niveau français, on a une augmentation des surfaces de forêt, mais on a une baisse des stocks de carbone. Pourquoi? C'est déjà une première explication qui va vous être donnée par le professeur Vercarbone. Tu peux introduire ton film? Merci Patricia. Donc cette fois-ci, la professeure Vercarbone, elle quitte les terres cultivées pour aller dans les forêts. Et donc cette vidéo, on l'a réalisée en partenariat avec l'ONF, l'Office national des forêts, avec notamment l'expertise de chercheurs de l'ONF. Et je laisse la parole du coup à la professeure Vercarbone. Les forêts sont un écosystème à choyer et à protéger. À l'échelle mondiale, elles couvrent 1/3 de la surface terrestre.
Elles représentent un stock d'un peu plus de 1000 gigatonnes de carbone, moitié dans la biomasse aérienne et souterraine, moitié dans le sol. Les forêts représentent un puits de un peu plus de 1 gigatonne de carbone par an, compensant ainsi environ 10% des émissions anthropiques annuelles mondiales. Plusieurs pratiques de gestion existent pour les forêts. Lorsque des engins lourds sont utilisés, les perturbations du sol sont alors considérables et persistent sur plusieurs décennies. Une perturbation majeure est le tassement du sol, c'est-à-dire une modification de la manière dont s'agencent ces particules solides. Cet agencement, aussi appelé structure du sol, est essentiel, car c'est lui qui permet de libérer les espaces vides, ou porosités, indispensables à la circulation de l'eau et de l'air, à l'enracinement des arbres et à l'activité biologique. Cela impacte négativement la croissance des arbres et augmente la vulnérabilité des peuplements forestiers aux épisodes de stress. En conséquence, les flux entrants de carbone dans l'écosystème forestier diminuent. Dans le sol, le tassement provoque une diminution de la biomasse microbienne, c'est-à-dire les bactéries et les champignons, et de l'activité biologique. En conséquence, le fonctionnement du sol est altéré. À l'échelle de l'écosystème, le tassement a donc pour conséquence une baisse de la qualité des sols, ainsi qu'une diminution de la croissance du stock total de carbone, biomasse aérienne et souterraine plus sol, c'est-à-dire une diminution de l'efficacité du puits de carbone forestier. Plusieurs leviers d'action existent pour réduire le tassement. Cloisonner les passages d'engins en dédiant une partie seulement de la parcelle à des voies de circulation d'engins, localiser le travail du sol pour limiter la surface de sol impactée, limiter le broyage en plein de végétation, qui consiste à faire passer un tracteur sur toute la surface de la parcelle. Attention notamment à l'état hydrique du sol au moment de la perturbation, car les sols secs sont plus résistants, tandis que les sols saturés en eau sont, eux, très sensibles au tassement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le puits de carbone mondial des forêts est en danger. Premièrement, à cause de la déforestation, qui a lieu plutôt à l'échelle mondiale. Je vous ai montré un graphique où on voit le pourcentage de surface occupée par les forêts de 1990 à 2020. Et on voit que ça diminue au fur et à mesure du temps. On approxime à environ 10 millions d'hectares par an la perte des surfaces de forêt par déforestation, et ces terres sont souvent reprises pour de l'agriculture. Ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, en France, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est l'évolution des surfaces de forêt en France de 1830 jusqu'en 2023. Et on voit qu'en 1830, on avait 10 millions d'hectares de forêt. Et en 2023, on en a 17,5. Donc en fait, c'est vrai que le grand public ne le sait pas toujours, mais on a une augmentation des surfaces de forêt. Et pourtant, ces forêts françaises sont en perte de vitesse concernant le stockage de carbone. Le CITEPA, c'est un organisme qui est chargé de faire l'inventaire des bilans de carbone et des bilans de gaz à effet de serre au niveau de la France. Il a estimé que les flux de stockage de carbone a été divisé environ par 2 en 10 ans au niveau des forêts. Et ça, c'est dû notamment à la hausse de la mortalité. Donc, qu'est-ce qui explique cette hausse de mortalité? Premièrement, l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des incendies, et également de la saison des incendies. Mais également la sécheresse du sol. La sécheresse accrue, les vagues de chaleur, ça crée une augmentation du stress hydrique qui peuvent conduire à perturber l'utilisation de l'eau et donc à la mortalité des arbres. La troisième raison qui vous a été évoquée dans le film d'Anita, c'est le compactage des sols. C'est le passage d'engins agricoles dans les forêts qui va compacter les sols, et surtout quand le sol est humide. Donc il faut faire attention à lorsque lorsque les forestiers passent leurs engins agricoles, de bien choisir les dates à laquelle ils le font, et bien choisir la météo. Alors, comment préserver et favoriser les stocks de carbone dans les forêts? Donc, c'est faire des pratiques de gestion durable des forêts qui permettent de stocker le carbone, la reforestation, c'est-à-dire qu'on a enlevé les forêts et on va remettre des forêts là où il y en avait. La forestation, c'est-à-dire que là où il y avait des sols cultivés ou des sols, on peut imaginer des prairies ou autre chose, on va mettre de la forêt alors qu'on n'en avait pas. L'exploitation sélective,
au lieu d'avoir une exploitation intensive du bois des forêts, faire plus attention à l'exploitation du bois des forêts, réduire les perturbations du sol et les dates d'intervention pour limiter le compactage, et enfin, utiliser des espèces forestières qui soient adaptées et qui favorisent la biodiversité. Éviter, par exemple, les forêts monoespèces, où finalement les maladies vont se propager très rapidement. Deux exemples ici de la forêt tropicale de Guyane et d'une forêt de la région PACA. Voilà, donc on vous a montré, avec ces deux petits films, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes agricoles et les problématiques qui sont liées à ces écosystèmes pour le stockage du carbone et l'atténuation du changement climatique. Et je vais laisser la main à Pierre qui va conclure sur cette session. Merci. Ah oui, donc quelques conclusions et sur les messages clés qui ont été présentés. Le rôle fondamental qui peut être à la fois positif, comme on l'a vu avec le stockage accru dans un certain nombre d'écosystèmes, mais également négatif, avec les feux de forêt que peuvent jouer les écosystèmes continentaux sur la régulation climatique et la teneur en CO2 atmosphérique. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est que ce soit positivement ou négativement, dans les deux cas, il y a un impact qui est vraiment significatif. Avec, encore une fois, il faut rappeler que, en ce qui concerne l'absorption, les écosystèmes continentaux peuvent contribuer à absorber du carbone, mais s'il n'y a pas une baisse très forte des émissions, finalement, ça risque de rester une goutte d'eau dans la mer. Donc, si on est sur une dynamique de réduction forte des émissions de gaz à effet de serre, alors les puits continentaux vont pouvoir compenser une partie significative des émissions dites résiduelles, donc ils ne peuvent pas être arrêtés. Mais si on reste à un niveau d'émissions actuel, là on sera loin du compte. Hein. Donc c'est pas une solution miracle, hein, il faut vraiment le rappeler. Autre chose qu'on a essayé d'illustrer pour cette session, c'est de ne pas raisonner que carbone. Donc pas raisonner que carbone, il y a Patricia en a parlé, la professeure également, sur les autres gaz à effet de serre, hein, N2O notamment. Ensuite, le cycle du carbone, c'est un cycle qui est couplé avec d'autres cycles. Donc là, sur l'agricole, ça a été de manière évidente avec le cycle de l'azote. Mais il y a également le cycle de l'eau. Si on veut que la biomasse qui soit produite, il va falloir qu'il y ait de l'eau pour qu'elle puisse pousser. Et quelque chose qui a été montré très clairement par Daniel, mais qui sur les tourbières, mais qu'on peut également décliner pour les autres écosystèmes. Ne pas raisonner que le carbone, c'est que souvent un écosystème qui va stocker du carbone, c'est un écosystème en bonne santé. Donc c'est une tourbière qui va être restaurée, et au contraire, une tourbière qui est en train d'être drainée, elle ne va pas stocker du carbone, c'est une tourbière qui se dégrade, avec des conséquences sur le carbone, mais aussi des conséquences sur la biodiversité. Donc toujours raisonner de manière un peu plus globale, c'est bien de stocker du carbone, mais il faut le faire dans un cadre vertueux avec de nombreux co-bénéfices sur le cycle de l'eau et sur la biodiversité. Et quelque chose qu'on n'a pas beaucoup développé là, mais Patricia l'a mentionné avec le projet Préfalim sur les préférences alimentaires, c'est que on sait, alors même s'il faut quantifier, il y a des tas de travaux scientifiques intéressants à mener sur la quantification des stocks et des flux de carbone dans tout un tas d'écosystèmes, mais c'est pas parce qu'on saura comment stocker du carbone dans un écosystème que ça va arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contraintes économiques et sociales qui vont être très fortes, et si on a une solution pour stocker du carbone mais que personne n'en veut ou qu'elle coûte beaucoup trop cher, et ben, en fait elle n'arrivera pas. Et donc si on est dans un contexte où on veut que les écosystèmes continentaux prennent leur part dans la régulation du changement climatique, il faut aussi que ça se fasse dans un contexte économique et social qui soit porteur et possible. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, puisque une bonne partie des écosystèmes continentaux sont gérés de manière plus ou moins intense. Donc ça fait des questions à la fois de sciences physiques et avec différents outils, technologies pour compter le carbone en un tas d'écosystèmes. Et il y a aussi toute une partie du programme sur ces aspects économiques et sociaux, ce qui va nous occuper pas mal
jusqu'à fin 2029. Voilà, merci à tous pour votre attention. On peut répondre à vos questions et c'est une photo d'une réunion du programme qu'on fait périodiquement avec toute une communauté mobilisée à l'échelle nationale. Merci. Merci beaucoup Pierre. Et j'invite peut-être les chercheurs et chercheuses à monter sur scène pour une séance de questions et réponses. Vous avez présenté un chiffre très inquiétant de l'affaissement du puits de carbone forestier divisé par 2 en 10 ans. C'est une énorme surprise. La mortalité explique vraiment ça. Comment ça se fait qu'en 10 ans, on n'ait pas vu le coup venir? Alors, c'est dans donc il y a la stratégie nationale bas carbone qui est la trajectoire de la France, que la France souhaite se donner pour tenir ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, donc pour arriver à la neutralité climatique en 2050. Et dans cette trajectoire, une partie de l'effort était en fait faite par la forêt française qui, en croissance, pouvait stocker du carbone. Et là, la mauvaise surprise qu'il y a eu, et ça a fait quelques articles l'été dernier, c'est que ce puits a été beaucoup moins fort que celui qui était anticipé dans cette stratégie nationale bas carbone. Et donc c'est ce puits forestier qui a beaucoup baissé. Et notamment la sécheresse qui génère une mortalité très forte dans les forêts. Et donc c'est des arbres qui meurent, donc qui vont se décomposer, et surtout qui arrêtent de fixer du carbone. Et il y a tout un tas de forêts avec vraiment des problèmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à régénérer les forêts. Et là, la végétation ne pousse plus, parce qu'on n'est plus dans des conditions propices à ce que la forêt s'installe. Et en plus de ça, il y a une mortalité forte qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui ne stockent plus et en fait qui meurent. Donc, alors pourquoi ça n'a pas été vu venir? En fait, ça n'a pas été vu venir aussi rapidement. Voilà. Donc il y avait des inquiétudes et les forestiers travaillent beaucoup pour la régénération, à avoir des espèces mieux adaptées aux conditions futures, mais c'est assez compliqué parce que comme ça varie assez rapidement, savoir quelle forêt il faut planter pour la récolter dans 50 ans, en fait, c'est pas du tout évident. Et là, la mauvaise surprise, c'est qu'ils ont été pris de court, c'est-à-dire que ça arrivait plus vite et plus fortement que ce qui était anticipé. Je voulais juste rajouter qu'on a justement dans notre programme un projet à 1,5 million d'euros qui s'intéresse à la sécheresse des forêts françaises. Donc ils ont pris 10 forêts réparties partout dans la France et ils essaient de regarder très précisément ce qui se passe au niveau des arbres, au niveau de la litière, pour expliquer et trouver, on espère, des solutions. Mais c'est pas évident de trouver des solutions, à part changer les espèces. Bonjour, merci. En fait, j'ai plein de questions, mais la question qui vient juste après celle-là, c'est est-ce que ça va s'empirer, en fait, voilà. Et alors, après, j'avais d'autres questions. Déjà, je trouve que cette notion de compensation, elle est un peu curieuse parce que, jusqu'à quel point, en fait, on peut compenser, on comprend qu'il y a des écosystèmes qui peuvent accumuler de manière indéfinie, apparemment, les tourbières. Mais pour les autres, les sols agricoles, etc., je pense que c'est pas le cas. Et donc, voilà, tous ces plans à 2050 et France Stratégie, on voit déjà que, a priori, déjà ça marche pas, mais ça marchera encore moins, apparemment. Et aussi, il y a d'autres questions plus globales. C'est les changements complets d'écosystèmes. Donc, on parle de la forêt amazonienne. Si jamais ça bascule dans un autre écosystème, là, pour le coup, peut-être, je sais pas combien de tonnes de CO2 ça pourrait représenter. Et surtout le pergélisol, voilà, et à quelle échéance aussi, quel stock pourrait être libéré. Voilà, ensuite après, il y a des questions d'emballement et compagnie. Je ne sais pas si vous avez des réponses à toutes ces questions, ça fait beaucoup, mais merci. En tout cas, ça marche. Il y a une question qui est fondamentale derrière tous ces concepts, c'est le timing. C'est-à-dire que ça dépend si vous raisonnez à 5 ans, à 10 ans, à 100 ans. La compensation, on peut en discuter, mais le problème, c'est que là, il faut faire feu de tout bois, c'est pas la bonne phrase, mais vous voyez. Il faut absolument agir partout où on peut tout de suite. Parce que ce que vous arrivez à faire là, ça conditionne par exemple le fait que la forêt amazonienne va s'effondrer ou pas. Donc en fait, on a tellement de retard sur ce qu'ils appellent la transition, que en fait, il faut essayer de ne
d'émettre le moins possible et de stocker le plus possible. Même si, effectivement, philosophiquement, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il faut pas, de comment, est-ce qu'il faut le financer, pourquoi est-ce que l'entreprise a le droit d'émettre si en même temps elle plante une forêt, tout ça, c'est des vraies questions. Et quelque part, on est tellement dans l'urgence que, en tout cas, sur le tourbière, on se pose plus ces questions. On se dit restaurer, puis après on verra. Parce que c'est trop urgent. Alors, et aussi, on a assez peu parlé compensation, on a parlé de compensation d'émissions incompressibles. C'est-à-dire que il faut baisser très très fortement les émissions et on ne peut pas, les terres sont finies, vont stocker pour une durée finie, sauf les tourbières, donc la compensation, on l'a très peu utilisée. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle vient de dire aussi, c'est que on essaye d'être dans des cercles vertueux qui soient gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les tourbières, elles sont restaurées aussi pour l'eau et la biodiversité, et donc quelque part, il n'y a rien à faire à restaurer le tourbière. J'ai une question par rapport aux tourbières. Alors, j'étais effectivement très impressionnée par les chiffres que vous avez donnés. Je voulais savoir s'il y avait une prise de conscience politique, ou au moins à l'échelle régionale ou locale, par rapport à l'importance des tourbières et de justement ne pas les faire baisser encore plus de niveau, mais justement de les restaurer par rapport à la restauration. Alors, il y a une prise de conscience européenne, puisque en 2024, il y a un règlement. Donc, un règlement, c'est une loi sur la nature qui va s'appliquer immédiatement, européenne, qui est le règlement sur la nature de 2024, a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est favoriser les pollinisateurs, parce que c'est catastrophique la perte des pollinisateurs actuellement. Et le deuxième objectif, c'est restaurer les tourbières européennes. Et l'objectif qui a été fixé par l'Europe, c'est que chaque État doit restaurer 30% de ses tourbières à usage agricole d'ici 2030. Donc j'ai bien dit des tourbières qui sont à utiliser pour l'agriculture. En France, on va dire que c'est peut-être 50 000 hectares. 30%, il faut en restaurer d'ici 2030, 40% d'ici 2040, 50% d'ici 2050. Mais comme toujours, dès qu'on met le mot agricole dans une phrase, ça devient très compliqué. Et donc, il y a une lutte assez marquée aujourd'hui, bien que ce soit des toutes petites surfaces, pour le principe. Il y a une lutte très très forte pour décider qu'il n'y a pas de tourbière en France. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée, et les équipes de chercheurs qui travaillent sur ce sujet viennent de faire la carte que vous avez vue, qui met à mal en fait toute la politique qui était prévue de dire qu'il n'y a pas de tourbière en France. Parce qu'en fait, si, il n'y en a pas beaucoup par rapport à l'Allemagne ou à l'Écosse ou à la Finlande, mais il y en a quand même pas mal. Et du coup, on est en train de se battre là pour au moins dire, voilà, il y a des tourbières. Parce que s'il n'y a pas de tourbières, ça veut dire qu'il n'y a pas de subvention agricole. Non, ça veut dire que 30% de rien, il n'y a rien à faire. Et donc, les réunions actuelles, c'est un échange un peu vigoureux entre le monde agricole, on va dire le grand syndicat agricole qui dit qu'il ne faudrait pas le faire, et les chercheurs et les ONG qui disent, vous voyez, elles sont là, les tourbières, et non seulement elles sont là, mais on peut vous trouver de l'argent pour les restaurer. Ce qui est assez perturbant, je ne connais pas l'issue de la bataille, mais on en est là. Il n'y a plus d'agriculture après de ça. Comment ? Il n'y a plus d'agriculture, c'est ça. Alors, formellement, si on veut qu'il n'y ait plus d'émissions, il n'y a plus d'agriculture. Mais on parle de 50 000 hectares sur la surface agricole utile de 26 millions d'hectares. Ah, mais je suis d'accord, c'est par rapport à cette surface-là. Oui, sauf que la plupart du temps, c'est une agriculture qui est absolument pas rentable, qui est une agriculture totalement encore plus subventionnée. Et donc, voilà, après, ils s'en fichent un peu pour la question du carbone. Là où les élus commencent à bouger, c'est que les tourbières stockent autant d'eau en France que tous les étangs. Or, elle va manquer cruellement. Et sur le levier eau, tout le monde est en train de dire ça va être trop dur en fait. Ils s'en fichent un peu du carbone, mais l'eau, les agriculteurs s'en fichent pas du tout. C'est des méga-bassines naturelles en fait. Bonjour, Bernard, assistant pour les statistiques. Oui, en fait, la question... en fait, je vais faire un peu de pub pour le film Sahara qui a eu lieu hier. Donc, il y a un cycle d'après la conférence qui a eu lieu hier après le film Sahara. Donc, le Sahara a des alternatives de désert et de paradis perdu vert tous les 21 000 ans.
C'est un cycle régulier qui existe depuis 800 000 ans et qui a quasiment été bloqué depuis le 19e siècle. Et on sait que, d'après la conférence, c'est dû absolument à l'homme. Donc le cycle s'est inversé depuis 2000 ans. Donc la différence entre la période où il y a de la verdure partout, des rivières, des grenouilles, tout ce qu'on voudra, et le Sahara actuel, c'est 3 degrés de différence entre... donc c'est ce qui a été dit hier. Et je rapproche à des choses qu'on m'avait enseignées. On disait directement que j'ai eu dans le livre de Mathieu Ricard, La force de la bienveillance, qui est très détaillé sur ce sujet. Donc, il y a 10 000 ans, les saisons sont apparues. En fait, avant, il n'y avait pas de saison, donc on ne pouvait pas faire de l'agriculture puisqu'il n'y avait pas de saison. Quand les saisons sont apparues, on a pu être sédentarisé, on a pu faire l'agriculture. C'est seulement il y a 10 000 ans. Et donc, effectivement, le problème des tourbières, le problème des fixateurs, c'est que ce sont des biotopes, des choses vivantes. C'est-à-dire que la physique en elle-même peut prévoir, on peut dire on peut changer les espèces. Mais en réalité, c'est des choses qui éventuellement sont maîtrisées par des cultures non scientifiques, comme d'autres que je ne peux pas citer mais qu'on connaît. Ce sont des gens qui connaissent que, en fait, tout ce qui est vivant, c'est du vivant. C'est-à-dire que ça obéit à d'autres lois, c'est tout systémique. Et effectivement, je vous donnais ces éléments-là pour vous dire qu'effectivement, les puits de carbone, tout ça, c'est intéressant, mais il faut aussi avoir une vision profonde, c'est-à-dire celle attachée à la vie. Est-ce que je peux terminer par une observation que j'ai faite quand j'étais en cinquième? Il y avait, dans la bibliothèque, il y avait une bibliothèque réservée aux professeurs. Et dedans, il y avait un livre sur l'utilisation des sols. Je l'ai lu à cette époque-là et je l'ai gardé en mémoire. Et j'étais très surpris parce que dans le film Solutions locales pour désordre global, il est dit qu'on supprimait l'enseignement des agronomes, tous les agronomes de France, l'étude des sols. Ça a été fait dans les années, on va dire, 70-80. Et ensuite, c'est dans le film, dans toute la planète. Alors moi, je pose la question si l'homme n'a pas une certaine responsabilité, parce que je sais que quand on supprime l'enseignement des sols, ça veut dire que, parce qu'il suffit de prendre une poignée dans le sol pour voir si c'est vivant ou pas, c'est de dire que si on le supprime, il y a des raisons, lesquelles. Et je pose la question aussi de la diffusion de la connaissance, de la responsabilité au niveau de l'éducation des ingénieurs agronomes. On leur apprenait, on leur enlevait, on les lobotomisait de cette connaissance. Voilà. J'ai fait un grand commentaire, je suis désolé, mais je pense que ça pouvait appuyer sur ces sites de l'étourbière et pragmatiquement leur enseigner dans le sol. Je voudrais juste répondre par rapport aux ingénieurs agronomes. En tout cas, comme je travaille à AgroParisTech, je ne suis pas professeur, j'ai plein de collègues qui sont chercheurs en sciences du sol et professeurs AgroParisTech et qui enseignent la science du sol aux ingénieurs agronomes de l'agriculture. Voilà. Et aussi, j'ai l'impression qu'au niveau des lycées, dans l'enseignement et dans le programme des lycées, il y a quand même, je me rappelle parce que j'ai des enfants, il y a quand même un petit peu de science du sol qui est apparu. Alors moi, je ne l'en ai pas lu, en tout cas, alors que là, on enseigne quand même un tout petit peu de ce que c'est qu'un sol au niveau du lycée. Je vous remercie parce que c'est dans le film de Colette Serrault qu'elle le dit exactement. Elle le dit dans une séquence qui dure une vingtaine de secondes. Elle parle de cette situation française qui n'est pas exacte et cette situation mondiale. Merci d'avoir répondu. Il y a l'Association française pour l'étude des sols qui diffuse aussi beaucoup de choses. Il y a la fresque des sols, maintenant, comme il y a la fresque du climat, il y a tout un tas d'outils. Vous pouvez aller sur le site de la FES, c'est une très belle association. Une question ici. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions assez concrètes. La première, c'est est-ce que vous travaillez aussi à l'international? C'est-à-dire qu'on a vu pour les forêts et les tourbières qu'il y a des zones qui sont très très concernées dans le nord de l'Europe, la Russie, tout ça, et pour la forêt aussi. Je voulais savoir si vous travaillez aussi avec d'autres pays sur ces sujets-là, ou si l'Europe est plutôt en pointe et que les autres pays comme la Russie ou le Brésil ou je ne sais pas n'y travaillent pas encore, ou si vous travaillez avec eux. C'est vraiment mondial, c'est-à-dire sur les projets, il y a des projets qui sont plus spécifiques en France. Patricia a parlé sur la sécheresse et la forêt française, Daniel sur la classe française des tourbières. Donc il y a des projets qui sont franco-français, mais il y a très vite, on est dans une communauté internationale avec, Daniel t'a montré là, les tourbières un peu partout dans le monde. Et donc il y a des collaborations fortes avec. D'accord, donc vous travaillez avec des chercheurs d'autres pays aussi.
Je voulais juste rajouter que comme on travaille beaucoup avec le CIRAD et l'IRD, qui sont des instituts de recherche français qui travaillent beaucoup en Afrique, en Asie, dans les pays du Sud, en fait, on a plein de terrains en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Voilà. Et puis sur le permafrost, on travaille aussi avec le Canada. La Russie, c'est compliqué maintenant, mais c'est plutôt on expatrie au Canada, voire au Groenland et puis en Suède. D'accord. Donc pour ces pays-là, c'est aussi un sujet de préoccupation, quoi. Le Canada, ils sont très moteurs. On a parlé aussi sur les tourbières. Enfin, le Canada, oui. D'accord. Ok. Merci. Puis j'ai une autre question aussi très concrète concernant les sols cultivés. Je voulais savoir si on savait quantifier ce bilan entrant-sortant pour les cultures différentes et quelle est la culture qui est la plus intéressante en termes de puits de carbone. Oui, il y a alors oui, il y a des tas de travaux sur ça. Ce qui va ce sur quoi il travaille pas mal, c'est l'introduction de cultures intermédiaires, donc réussir à maintenir le sol couvert toute l'année. Donc ça c'est bon à la fois pour limiter l'érosion, mais ça permet des entrées de carbone tout au long de l'année. Ensuite, sur les rotations de culture, il y a des calculs qui sont faits. Ça dépend aussi un petit peu de si la culture elle va prendre ou pas. Voilà. Mais par exemple, sur les biomasses, le maïs c'est très efficace. Il y a pas un champ de maïs, c'est pas très. Mais après, ce qui va déterminer aussi beaucoup, c'est qu'est-ce qui est fait, la gestion des résidus. C'est-à-dire si on fait une culture, qu'on exporte tout, on garde que les racines, bon là, ça va être difficile. Par contre, si les pailles, on va les restituer. Donc il y a des plantes qui vont au premier rang, c'est plus la plante fait de biomasse, plus ça va être bon pour le stock de carbone au sol, notamment sur le carbone au sol. Et après, il y a toute une importance qui est peut-être même encore plus déterminante sur la gestion des résidus et des intercultures. Merci Pierre. C'est vrai que Pierre a cité les cultures intermédiaires et les rotations de culture. On a aussi par exemple l'agroforesterie, donc quand vous plantez des arbres entre les cultures, ça permet aussi d'améliorer le stockage de carbone dans les sols cultivés. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que les recherches sur comment est-ce qu'on peut stocker davantage de carbone dans ces écosystèmes-là se focalisent davantage sur, pour une culture donnée, comment est-ce qu'on peut améliorer le stockage, plutôt que de dire quelle est la culture qu'on va utiliser pour stocker du carbone. L'approche est plutôt dans l'autre sens. Je voulais juste revenir sur un grand programme qui existe. Je ne sais plus où est-ce qu'il en est, ce programme du 4, ça s'appelle 4 pour 1000. C'est-à-dire que si on stockait 4 pour 1000 de carbone supplémentaire, puisque stockent actuellement les sols, je pense que c'était les sols cultivés, eh bien, finalement, on absorberait la quantité de carbone anthropique où on partit à l'échelle française. Donc, c'est-à-dire, c'est tout petit, si on stockait un tout petit peu plus de carbone que ce qu'on fait actuellement, on pourrait améliorer les choses. Simplement, c'est tellement compliqué d'avoir tous ces bilans, tous ces calculs à des précisions assez fines que c'est pas évident. En tout cas, ce programme, je crois qu'il existe toujours. Merci beaucoup. Moi, j'avais un peu une question pratique, c'est que vous avez cité une quinzaine ou 16 programmes que vous soutenez et j'aurais bien voulu juste avoir un petit mot sur chacun d'entre eux. C'est peut-être dont vous n'avez pas parlé. Vous avez parlé d'un programme sur les 10 forêts. Enfin voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un peu un état des lieux de tout ce que faisait le PEPR. Et j'avais une deuxième question aussi sur la question du bois énergie. On a parlé des forêts, donc savoir si c'était pertinent le bois énergie. C'est un peu compliqué, c'est de 16 projets, enfin je peux vous le faire, mais vous savez combien de temps Non, mais c'était pour voir un état des lieux, l'alimentation. Il y a des projets. Il y a des projets pour améliorer les modèles sur les évolutions de stock de carbone à différentes échelles. Il y a un projet qui travaille sur la bioéconomie, donc à la fois l'implémentation sur des échelles territoriales, en discussion avec les communautés de communes, différents territoires, et aussi des échelles plus larges. On a
projet sur les mesures de flux de carbone, notamment dans les écosystèmes au sud, parce qu'il y a énormément de données au nord sur les mesures de flux de carbone, beaucoup moins dans les pays du sud, donc ça s'est porté par l'IRD de CIRAD. Un projet qui met en relation différents systèmes de culture, encore au nord et au sud, pour essayer d'avoir des projets des systèmes de culture moins émetteurs. On a aussi beaucoup de travaux sur les flux de carbone dans ce qu'on appelle le continuum terre-mer, qui va aussi dans les zones humides. Là où il y a des travaux sur les tourbières, sur le pergélisol, on a sur les forêts, il y a aussi des mangroves, des projets sur les mécanismes de la photosynthèse, parce que c'est intéressant dans ce programme aussi, il y a des gens qui font vraiment la biologie moléculaire sur les photosystèmes, c'est assez amont, hein, mais voilà. Et deux projets sur société et sociale, donc un qui s'appelle Préfali sur les préférences alimentaires, et l'idée c'est de voir comment la demande du consommateur peut tirer l'offre et donc l'adaptation des pratiques culturelles moins émettrices. Et un autre projet économie sur l'efficacité des politiques publiques et notamment des subventions sur le déploiement de politiques vertueuses de gestion des terres. C'est ce que je disais d'ailleurs, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que finalement, subventionner un agriculteur et pour produire, ça c'est OK, mais par contre lui donner plus pour restaurer, ça c'est pas OK. Donc là, on est dans un mécanisme économique et social qui est finalement c'est très compliqué. On n'est pas du tout dans une science physique, mais c'est quand même super important sur l'implémentation. Est-ce qu'il y a... Il y a un site internet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou dessus sur LinkedIn. Pas d'autres questions? Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier mot chacun? Je voulais juste rajouter que je crois que la spécificité de notre programme, c'est justement de rassembler toutes ces communautés qui d'habitude ne se parlent pas. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les tourbières ou sur les zones humides. Et il y a les gens qui travaillent sur le système agricole, les sols agricoles, à l'INRAE par exemple. Et puis il y a des gens qui travaillent sur les forêts ou sur les mangroves, à l'IRD. Donc en fait, tous ces gens-là d'habitude ne travaillent pas ensemble, des gens de sciences sociales. Et donc je pense que la particularité et la richesse de notre programme, c'est de faire se parler, se rencontrer toutes ces communautés ensemble pour essayer de progresser et de trouver des solutions et d'améliorer les méthodes. C'est ça la richesse de notre programme. Peut-être une question aussi sur la pérennité du programme. Il dure encore plusieurs années. Vous, est-ce que vous avez déjà fédéré toutes ces communautés? Est-ce que l'objectif, c'est d'en fédérer encore davantage? Quel est l'horizon du programme de recherche? Pour l'instant, le temps que ça se mette en place, cette grosse machine, ça commence à se mettre en place. Donc nous, notre objectif et notre priorité, c'est que tous ces gens-là se connaissent, se parlent déjà. Rien que ça, c'est déjà pas facile. Donc c'est vrai que ça se termine le 31 décembre 2029, ce grand programme. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose à laquelle on réfléchit, mais c'est pas évident. Hein. Alors déjà, le programme, il est ouvert. Les personnes qui veulent venir ici de 2029 sont évidemment bienvenues. Et puis après, je pense que... Enfin, je suis optimiste. Hein, si il se passe des choses intéressantes dans le programme, il y aura un souhait pour que ça perdure et il faudra trouver la forme sur laquelle ça peut se faire. Mais donc, il n'y a rien de prévu, mais en 2029... un peu de temps. Encore bonne marche. Il y a plein de... Donc là, on est sur un projet PEPR Faire Carbone. Il y a plein d'autres projets de même type. On parle de chaque fois de 30, 40, 50 millions d'euros pour longtemps. Et il y en a un sur le climat, il y en a un sur la ville, il y en a un sur les solutions fondées sur la nature, il y en a un sur... Il y en a plein. Et tous ces programmes, ils ont pour but de fédérer. Et par rapport à la politique de l'État qui n'est pas toujours très claire, c'est plutôt des projets qui sont très clairs. C'est un moment qu'on n'avait pas eu des choses aussi structurées thématiquement. Et donc on espère que ça dure. Pierre, il est toujours optimiste, mais on espère que les gouvernements suivants vont faire perdurer ce type de regroupement de communautés. Et est-ce que les différents programmes que vous citez communiquent entre eux? Ils essayent de communiquer. Mais ça communique. Et puis il y a d'autres grands programmes de l'État qui communiquent avec ces PEPR. Et c'est plutôt structurant pour l'instant.
dernière réaction, ouais. Et justement, est-ce que ces PEPR, ils sont amenés à faire une restitution parce que l'État met de l'argent pour, en gros, avoir des infos, constater, faire travailler la recherche. Mais est-ce qu'il est prévu en 2029 qu'il y ait, je sais pas moi, les états généraux des PEPR complets, qu'il y ait des études qui soient publiées, qu'il y ait une forme d'action qui en résulte politique? Oui, alors ça dépend à quelle échelle, c'est-à-dire que tous les PEPR ensemble, enfin comme tu disais, si on fait une restitution entre carbone et le PEPR quantique, personne ne va rien comprendre. Donc il y aura plutôt thématiquement, c'est organisé, et puis nous on a des restitutions périodiques, il y a un certain nombre de discussions qui sont alimentées par les travaux qui sont menés dans le PEPR. Nous on aura une grosse conférence internationale, c'est ça vraiment ce que vous disiez sur les discussions internationales en 2028. 2029, ce sera la fin du programme, on verra ce qu'on fait, il y aura peut-être des commandes à ce moment-là, mais c'est sûr qu'on est scruté par les services de l'État sur, voilà, il y a eu l'argent qui a été mis, qu'est-ce que vous faites? Donc ne vous inquiétez pas, on est suivi sur ça. Non, c'est plutôt l'État qui vous suivrait. Enfin, vous avez donné des choses qui sont très préoccupantes. Ce serait un peu d'obligation de l'État de réagir par rapport à ce que vous divulguez comme info, moi, ce que j'attends. Alors nous, on travaille quand même, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais avec aussi des industriels, des associations, des collectivités locales. On a un comité qui s'occupe de notre programme et qui vérifie et avec qui on discute. On a parlé de l'ONF, il y a l'ADEME, il y a Danone, il y a EDF, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore, Avril, le groupe Avril, enfin voilà. Et donc, en fait, on discute avec eux aussi pour savoir c'est quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et donc, voilà, tout au long de notre programme, on a encore des journées qui durent 15 jours, où il y a nos porteurs d'enjeux, on les appelle nos porteurs d'enjeux, nos parties prenantes, enfin voilà, c'est pas forcément des industriels, mais c'est des gens avec qui, voilà, et puis c'est vrai qu'on espère que les politiques publiques, il y a des départements dans les instituts de recherche qui s'occupent des politiques publiques, c'est-à-dire comment faire remonter les résultats de la recherche aux politiques publiques, comment on fait. Et donc, on a aussi des directions dans nos instituts qui nous alertent. Oui, parce que la question, c'est après l'application concrète de tout ce que vous avez trouvé, de toutes vos recommandations. Voilà, est-ce que ça va être concrètement appliqué dans les politiques? Vous savez, on ne va pas tourner autour du pot. On sait ce qu'il faut faire globalement depuis 25 ans. Donc nous, on précise la recherche, on essaie d'expliquer les mécanismes. Si les politiques ont besoin de savoir ce qu'il faut faire, on le sait déjà depuis 25 ans. D'accord, donc je ne suis pas sûr que le surcroît de connaissances va modifier la vision des politiques. Il faut plutôt changer la vision des politiques que croire que les scientifiques vont apporter plus de connaissances qui changeront quelque chose. Et que vous pouvez préciser ce qu'il faut faire. Comment? Et que vous pouvez préciser ce qu'il faut faire. Alors ce qu'il faut faire, c'est en fait se poser la question localement du carbone, mais aussi de l'eau et de la biodiversité. Et donc c'est facile, hein, à chaque fois c'est manger, habiter, se déplacer, consommer. Et sur chacune de ces actions, vous pouvez lire les rapports du GIEC qui précisent très clairement, par exemple sur la mobilité, stopper les énergies fossiles très rapidement. Si vous êtes sur manger, on sait très bien que la vache émet 40% de l'effet de serre agricole dans les conditions d'élevage actuelles. Donc comment il faut réfléchir ça? À chaque fois, c'est des questions très complexes, politiques, sociales, économiques, scientifiques, mais et politiques, bien sûr, mais les directions sont très bien décrites depuis les années 90 et avec certitude depuis 2000. Donc la question n'est pas tellement là. Après, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de chaque mesure, vous voyez, on peut dire, pour les pratiques agricoles, il faut passer des pratiques intensives à l'azote, en essayant de recycler plus l'azote, en essayant de mettre plus de matière organique dans le sol. Pour chacune de ces choses-là, on sait faire. Mais en fait, dès que vous remontez au niveau politique, les discussions ne sont pas du tout celles-là. Les discussions, c'est qui gagne de l'argent, comment et où. Et comment on répartit l'argent. Et c'est le plus fort qui l'emporte, et voilà, on en est là. Mais ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas que c'est le surcroît de recherche scientifique qui va changer la vision des choses. On le fait quand même parce que c'est notre métier, mais on sait déjà depuis longtemps ce qu'il faut faire. C'est juste pour, je peux me permettre de rajouter 3 mots. Du coup, si on se pose la question, comment faire en sorte que les résultats de ces résultats de recherche aient un effet en retour sur la société? Donc, si du côté de la politique, il n'y a pas une écoute,
D'où une réponse aussi, c'est tout ce qui est médiation scientifique, donc s'adresser à des gens qui peut-être ont envie de savoir, mais n'ont pas forcément accès à... n'ont pas forcément eu une formation spécialisée. Et donc, quand le volet politique n'est pas forcément très fonctionnel, je pense que l'aspect pédagogique a d'autant plus son importance. Dans le fil de ce qui vient d'être dit, moi j'ai une question enseignante, auquel vous avez répondu maintes fois. Il y a une cité de Paris, dont le PDG est aussi le président de la FNSEA. Donc ma question enseignante, c'est quel impact ça a sur votre indépendance et votre liberté, et quel intérêt peut-être Avril à s'impliquer dans votre programme. C'est vrai qu'Avril, il fait partie de notre comité, donc on a trouvé. Et nous, on est content aussi que des groupes comme ça viennent nous écouter. Ils soient sensibles à toutes ces questions-là. Il vient dans nos réunions annuelles, il vient dans notre projet, et on ne peut être que content que Avril s'intéresse à ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que Avril peut faire très concrètement? On n'a pas encore bien discuté avec ce groupe pour savoir concrètement. Mais par contre, Avril ne finance pas du tout. Ah oui, ça ne finance pas du tout. On a une indépendance totale par rapport à ce... Enfin, oui, par rapport à Avril. Et puis... Oui. Bon, je pense pas, en fait, parce que le comité des porteurs d'enjeux, c'est plutôt quelque chose sur la diffusion des connaissances qui n'a pas été consulté sur l'établissement du programme scientifique. Donc c'est arrivé plutôt dans un second temps. Donc, enfin, là en l'espèce, voilà, je suis assez serein sur l'absence. Mais bon, après, c'est, oui, peut-être du soft power, mais bon, en fait, pour être concret, Avril n'est pas venu, la mathèse n'est pas venue. Je voulais juste rajouter quelque chose, en fait, juste pour ces aspects-là, l'impact de la science. On a un programme, un projet qui s'intéresse aux préférences alimentaires des Français. Comment on peut jouer sur la préférence alimentaire des Français, et notamment par rapport à la viande et tout ça. Et donc, en fait, on travaille, ce projet, il travaille avec les supermarchés et de se dire, est-ce qu'on peut étiqueter les marchandises pour avoir les bilans environnementaux des produits qu'on achète. Parce que là, on a plutôt la qualité du produit pour sa propre santé. Mais on peut très bien avoir un produit de très bonne qualité, mais qui n'est pas bon au niveau environnemental. Et donc, on travaille avec des supermarchés. Il y avait même Carrefour Systémique qui était là, et qui permettent de faire des expérimentations au supermarché, de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faut étiqueter, qu'est-ce que les gens ont envie de voir comme étiquetage, est-ce que ça marche et tout. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est une autre manière de jouer sur l'environnement via les consommateurs. Donc il faut mettre le Carrefour. Oui, alors enfin, dans ce projet-là, il y avait une réunion, on avait l'autre jour, il y avait des gens de Carrefour et de Système U qui étaient venus. Donc ils sont intéressés aussi pour travailler là-dessus. Et avec Étoile de la table, réseau Action Climat et des échanges très très offensifs entre tout le monde. Donc voilà. On va devoir s'arrêter là pour cette conférence flash. Merci beaucoup encore à nos intervenants.